Coucou tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Cartoon Horror Show assez spécial. En effet, c'est ma vidéo pour le concours organisé par Fanta pour le Fantascari Award. Pour ceux ou celles qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est un concours où plusieurs participants doivent faire la vidéo la plus flippante. Les vidéos choisies seront diffusées le 28 octobre sur la chaîne de Michou, accompagnées de Dooms, Akams et Riyad, les jurys de cette année pour un live spécial Halloween. D'ailleurs, tu peux aussi y participer avec le hashtag Fantascari Awards. Si vous aimez la vidéo que je vais vous présenter, vous pouvez voter pour moi via le compte Instagram de Fanta. Le lien sera en description. Sur ce, installez-vous confortablement, éteignez vos lumières, vérifiez que vos portes soient bien fermées, et c'est parti! Je m'appelle Miguel, et cette histoire se passe dans le nord de la France, dans une petite ville nommée Albert. Mon cousin Mathieu et moi avons grandi ensemble, mais je ne l'ai jamais vraiment aimé. Sa famille était riche, et il avait donc toujours de belles choses, alors que moi, non. En 2008, le jour d'Halloween, nous partions ensemble à la chasse aux bonbons. J'étais déguisée en Terminator, et lui en Freddy Krueger. Son masque lui avait coûté presque 100 € et il ressemblait trait pour trait au visage de Freddy. Les cicatrices, le rictus, tout était parfait. Je n'avais pas de masque parce que c'était trop cher pour mes parents. Alors j'avais scotché du papier aluminium sur le côté de mon visage. L'objectif était de ressembler au Terminator après qu'il se soit fait arracher la peau. Et quelques taches de ketchup sur l'aluminium devaient ressembler à du sang. Mais une fois, ça ne ressemblait en rien à du sang séché. Seulement à du ketchup séché. Malgré mon horrible déguisement, j'étais très excitée d'aller faire la tournée des maisons. Nous mangions rarement des bonbons à la maison, sauf peut-être à Pâques. Mes parents m'encouragèrent à toquer à autant de maisons que je le souhaitais pour avoir autant de bonbons que possible. C'était bon de savoir qu'ils me voulaient heureux. On sortait alors au coucher du soleil et on allait de maison en maison, les propriétaires s'extasiant sur le masque de Mathieu à chaque fois. Ils lui disaient comment il faisait peur, comment il était réaliste. Puis il se tournait vers moi et il me demandait en quoi j'étais censée être déguisée. Quand je leur disais, ils répondaient quelque chose comme « Oh, bien sûr, comment j'ai pu ne pas le voir ?» Je voyais bien qu'ils avaient de la peine pour moi. L'un d'entre eux me donna même un peu plus de bonbons. À la fin de notre tournée, nos thés d'oreiller étaient remplis de toutes sortes de sucreries. On entama le long chemin pour rentrer à la maison, et en marchant, Mathieu farfouilla dans son sac de butin. Je pouvais l'entendre râler et se plaindre derrière son masque. Puis il commença à jeter des bonbons dans la rue, les choses qu'il n'aimait pas. « Vas-y Miguel, ramasse-les si tu veux. Je sais que tu peux pas te permettre de gâcher, » critiqua-t-il en jetant poignée par poignée dans le caniveau. Je ne dis rien, mais glissai ma main dans ma poche et en sortis un briquet et 2 cigarettes que j'avais volées à mon père. Je fumais par intermittence depuis quelques mois, et même à 13 ans, j'avais conscience que c'était mauvais pour moi. Mais je m'en fichais. Ça me détendait. À cette époque-là, j'étais le thug d'Albert. Je marchais quelques pas derrière Mathieu alors qu'il continuait à jeter des bonbons. J'en avais vraiment honte, mais j'en ramassai quelques-uns et les mis dans mon sac. Mathieu me prit sur le fait à un moment et rigola. « Tu vas être aussi gros que ta mère si tu manges tout ça !» Je ne répondis pas. « C'est pour ça qu'elle s'est faite virer du restaurant ? Elle a mangé la nourriture d'un client ?» Je savais que Mathieu blaguait comme toujours, et je suis sûre qu'il pensait être inoffensif et taquin. Pourtant, je lui avais déjà dit plusieurs fois de ne pas faire de blagues sur ma mère. Elle avait du diabète, et elle ne l'avait dit à personne d'autre que mon père et moi. Mais le docteur l'avait prévenue qu'elle risquait de perdre son pied. C'était la raison pour laquelle le restaurant avait dû la laisser partir. Elle ne pouvait plus marcher et aller de table en table. « Change de sujet, Mathieu, » dis-je. Je savais qu'il m'avait entendu, et il ne parla pas pendant environ 1 minute, jusqu'à ce qu'il recommence. « Eh, tu crois qu'elle baisse toujours avec ton père ? Je sais même pas comment il fait pour entrer là-dedans, » gloussa-t-il. Puis il insista. « Ok, je suis désolé, j'arrête, promis. » Je bouillonnais alors qu'on coupait par le terrain de football de l'école primaire. « Arrêtons-nous là 1 minute, » dit Mathieu.
On était rendu à la cour de récréation de l'école. Je parie qu'on pourrait foutre la trouille à quelques gamins s'y passaient. Il s'assit sur l'une des balançoires, sa tête d'oreiller sur les genoux, puis balança ses jambes et la balançoire alla d'avant en arrière. Je restais là, à le détester. « Je crois que je vois des gamins arriver depuis la colline, » dis-je à Mathieu. « Je vais me cacher derrière le toboggan et leur faire peur s'ils s'approchent de toi. »« Vas-y » fit-il, la voix grave et déformée derrière le masque. Je laissai Mathieu sur sa balançoire et me dirigeai vers le toboggan. Je l'observai se balancer alors que ces mots haineux résonnaient dans mes oreilles. Des larmes me montèrent aux yeux alors que je me rappelai de ma mère souriante, assise sur le canapé, alors qu'elle m'encourageait à sortir m'amuser. C'était une si bonne personne. Elle n'avait jamais rien dit de négatif à propos de Mathieu. En fait, elle le complimentait toujours sur ses notes et ses matchs de basket-ball, et même sur son apparence. « Tu seras un beau garçon un jour », lui avait-elle dit. « Je parie qu'on te verra dans un magazine. » Même après tant de gentillesse, Mathieu ne voyait pas de problème à la démolir. Je l'entendis rigoler tout seul à l'autre bout de la cour. Je ne savais pas exactement pourquoi, mais je pensais avoir une bonne idée. J'attrapai une autre cigarette de ma poche, sachant que fumer me calmerait, mais elle s'était déchirée. Ma poche était pleine de tabac et de papier en plus du briquet. Mathieu rigolait toujours alors que je tripotais mon briquet dans ma poche pendant une seconde. Puis je le sortis et marchai derrière lui. Il ne savait pas que j'étais là lorsqu'il cria « Ok, juste une dernière chose et je ne parlerai plus jamais d'elle. Mais à moins que ton père est une grosse teub, il n'arrivera jamais à... » Je vous laisse imaginer la fin de sa phrase. À ce moment-là, j'allumai le briquet près de la nuque de Mathieu, juste à la jointure de ses cheveux et du masque. Les cheveux prirent immédiatement feu, la laque accélérant le processus. Puis, une chose à laquelle je ne m'attendais pas arriva. Le masque s'enflamma. Mathieu sauta de la balançoire et s'agita dans tous les sens, essayant de retirer le masque de sa tête. Je le voyais se déchirer sous ses doigts. Il n'arrivait pas à l'attraper, le tissu faisant des bulles. Ses cris étaient à peine étouffés alors que les produits chimiques fondus s'accrochaient à sa peau, résonnant sur les murs en briques de l'école primaire. Après quelques secondes, il tomba et se roula sur le sol de la cour, enfonçant sa tête sous le sable pour tenter d'éteindre le feu. Le feu s'arrêta, mais le mal était déjà fait. Il roula sur le dos. Il ne criait plus, mais haletait dans des respirations hyperventilées et peu profondes. Au clair de lune, je vis que le masque avait complètement fusionné avec ce qu'il restait de sa peau. L'un de ses yeux avait entièrement éclaté, mais l'autre s'agitait dans tous les sens, comme s'il était perdu et se demandait où il était. Je vis quelque chose bouger de l'autre côté du champ. Des enfants arrivaient. Je leur criai d'appeler une ambulance et attendis, incertain de ce que je ressentais, jusqu'à ce que les secours arrivent. J'assumais la responsabilité d'avoir mis le feu à Mathieu. Je racontais comment je m'étais approchée discrètement pour lui faire peur en allumant le briquet près de son visage. Et oui, j'eus beaucoup de problèmes. Mais tout le monde crut que c'était un accident. Son visage était détruit. Il y eut des greffes de peau et d'os et toutes sortes de chirurgies réparatrices, mais il ne s'en remit jamais, ni physiquement, ni émotionnellement. Il se suicida en 2009 et ses parents organisèrent des funérailles très coûteuses. Je fus invitée. Ses parents m'avaient pardonné pour ce que j'avais fait des années plus tôt d'ailleurs. Les procès qu'ils avaient intentés contre la société de masques est la raison pour laquelle les masques d'Halloween sont désormais fabriqués avec des matériaux ignifuges. Ma mère décéda quelques années avant Mathieu, mais pas avant que des complications liées à son diabète lui firent perdre sa jambe gauche. Papa et moi étions avec elle à l'hôpital en même temps que les parents de Mathieu venaient le voir avant une autre opération réparatrice. Ils nous rendirent visite à tous les trois, alors qu'il était toujours en train de se remettre d'une série de greffes réussies. On discuta un moment de l'espoir que maman avait de guérir, puis le sujet glissa vers Mathieu. Sa mère me racontait qu'un chirurgien esthétique venait d'arriver à l'hôpital après avoir travaillé en Suisse. C'était le meilleur de tous. Apparemment, il s'était mis sur le dossier de Mathieu plus tôt dans l'année, bien qu'à distance, et avait écrit un article important sur les nouvelles techniques qu'il allait utiliser. Cela fit sensation dans le monde de la chirurgie esthétique, surtout pour son ambition. Sa mère fouilla dans son sac et en sortit l'article. Elle l'ouvrit sur la page montrant plusieurs photos des brûlures de Mathieu, accompagnées de notes et d'explications que le médecin avait écrites pour l'article. Je voyais bien que maman retenait ses larmes, et je savais pourquoi. Ses yeux rencontrèrent les miens,
et elle ne parvint plus à se retenir. Elle commença à pleurer. Papa et la mère de Mathieu la prirent dans leurs bras, et je ne fis que regarder. Maman pensait qu'elle avait raison depuis toutes ces années. Pas pour les bonnes raisons, mais tout de même, elle avait raison. Tout comme elle l'avait prédit, son visage finirait par apparaître dans un magazine. Suite à cet événement tragique, et surtout pour oublier l'horrible chose que j'ai faite, je me suis mis à faire des vidéos sur YouTube. Ma chaîne s'appelle Michou et compte aujourd'hui plus de 6 millions d'abonnés.